On va essayer de démarrer la journée, la matinée en tout cas, puisque l'idée de cette formule-là, c'est sur un temps assez court, à peu près 1h30, de pouvoir échanger autour d'un thème particulier. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alexis Fournier. Je dis bien la chance, parce qu'il n'est pas souvent à Paris lui aussi. Donc, qui vient nous parler effectivement de la partie machine learning et IA au sein de l'offre SAP Leonardo. Alors, je n'ose plus dire Leonardo maintenant, parce que en fait, c'est une marque commerciale. Derrière, il y a un ensemble de technologies. C'est surtout sur les technologies, dont on va parler ce matin, qu'il est important de se focaliser. La partie Leonardo, je dirais, on va la laisser tomber un peu. Même SAP aujourd'hui a tendance à... pas ça, hein, parce qu'on est filmé. Mais... C'est moi qui le dis, t'as vu, il est déjà à ta place. Deux mots, je dirais, avant de démarrer sur la partie LabIA. Depuis février, j'occupe les fonctions de directeur du laboratoire d'intelligence artificielle d'Axis Consultant. La création du lab est quelque chose d'important pour nous, puisque au niveau d'Axis, on a un certain nombre de nos clients qui aujourd'hui souhaitent aller vers des solutions d'automatisation plus ou moins poussées, de l'automatisation de tâches de base. Bonjour, allez-y, prenez place. Jusqu'à de l'automatisation cognitive. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces clients-là, mais aussi de pouvoir poker un certain nombre de choses en interne, c'est-à-dire aller vers des phases de prototypage. Et donc, l'idée du LabIA, c'est véritablement d'être au service des BU et filiales d'Axis pour accompagner nos clients dans l'ensemble de leurs projets où, on va intégrer des solutions d'automatisation plus ou moins poussées et donc de pouvoir passer sur un mode petit peu qu'avant, de valider le concept avant d'envisager une industrialisation ou autre chez le client en question. Mais ça, c'est plus la vocation du LabIA, nous s'arrête là. Et puis en même temps, de diffuser, toute une culture IA au sein d'Axis, ce qui est très important, si on veut qu'effectivement cette partie intelligence artificielle imprègne l'ensemble de nos offres. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. On ouvre un peu le débat aussi avec des Axisiens, puisque l'idée c'est de créer véritablement une communauté ouverte autour de l'IA chez Axis Consultant, en faisant se rencontrer à la fois des Axisiens, à la fois des partenaires, à la fois, des clients et prospects, des universitaires. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont souvent, c'est la période où ils font pas mal de colloques et autres, ça fait beau, donc ils sortent un peu. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, échanger avec l'ensemble de ces acteurs-là, dans un schéma qui est plutôt assez classique. J'avais demandé à Alexis, effectivement, de venir parce que l'idée, c'est de pouvoir présenter des choses, mais au-delà de la partie présentation des technologies de SAP, c'est de pouvoir aussi débattre derrière d'un certain nombre de choses assez librement. Donc on ne sera pas soumis à la règle de Chatham House ici, mais puisqu'il y a une caméra derrière, mais malgré tout l'idée c'est qu'on puisse quand même échanger sur pas mal de sujets, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, la manière dont on peut appréhender une technologie ou une autre. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, rapidement, le meeting d'aujourd'hui s'inscrit dans quelque chose qui est un petit peu plus large, puisque chez Axis, on a la volonté de régulièrement monter un certain nombre d'événements de ce type-là. Ça peut être des petits déjeuners comme aujourd'hui, ça peut être des choses de type meet-up. Plusieurs partenaires viennent échanger autour d'une thématique, ou ça peut être des éléments type showcase, un peu une grande messe sur une thématique donnée, animée par quelqu'un qui est un peu un leader d'opinion dans le sujet. Voilà. Donc on a ces trois formules, et c'est un peu ces trois formules qu'on va retrouver tout au long de l'année, avec une montée en charge. Donc aujourd'hui c'est le premier Good Morning IA, c'est en fait notre formule petit déjeuner entre guillemets. Alors je ne le ferai pas à la Good Morning Vietnam comme ça parle à certains peut-être, mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on essaye de dynamiser un peu cet aspect-là chez Axis. Et donc l'idée de ces petits déjeuners, c'est aussi de booster toute la réflexion autour de l'IA, et que vous repartiez en se disant, bah tiens, j'ai peut-être appréhendé des choses que je n'avais pas vues, tout simplement par le fait que vous puissiez discuter ensemble et échanger avec la table. Alors le planning de la matinée, rapidement. Alexis va parler
essentiellement machine learning et intelligence artificielle, notamment par rapport à la stratégie de SAP autour de ces technologies-là, et puis la manière dont le machine learning et l'IA est intégré, je dirais quelque part, dans l'ensemble des offres qui sont portées par SAP. Et le but du jeu, c'est qu'il vous fasse un petit retour d'expérience par rapport à tout ça, sur des cas qui ont pu être, je dirais, déroulés avec des partenaires, ou dans des domaines très différents, d'ailleurs assez divers. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger après avec lui sur ces aspects. Alexis, je te laisse démarrer. Je vais te passer le petit câble. On est moderne. Voilà, la prochaine fois, on le fera sans câble. Merci. Alors, pardon, il y a mon mot de passe qui s'est mis. Voilà. Il faudrait une petite table pour mettre les PC. C'est un conseil pour la prochaine fois. Je retiens. Un petit manche debout, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, bonjour, Alexis Fournier. Donc, je travaille chez SAP. Alors, je suis seul de SAP aujourd'hui. Mes collègues m'ont dit, vas-y tout seul, comme ça au moins il n'y aura pas de tabou. Donc, moi, je travaille dans le machine learning, l'intelligence artificielle, la data science depuis presque 20 ans. J'ai commencé en 2000 chez Orange en tant que consultant. Donc, je connais aussi un peu le métier de consultant. Après, j'ai été économiste à l'OCDE, donc quelque chose de complètement différent. Et puis, depuis 5 ans, chez SAP, ma fonction alors, est plus de... Je suis plus un codeur fou, hein, je l'ai été pendant des années, mais c'est plus mon travail aujourd'hui. Mon travail aujourd'hui, c'est plutôt de faire un peu ce genre d'événements avec des partenaires ou avec des clients, et donc essayer d'éduquer, même aussi en interne chez SAP, puisque c'est quelque chose qui est pour SAP assez nouveau, le machine learning, tous ces trucs-là. Donc d'éduquer, de faire comprendre à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on a, à la limite c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses par rapport à la concurrence, et puis qu'est-ce qu'on propose à nos clients. Donc là, vous avez vu un petit peu le plan qu'on avait préparé avec Jean-Luc tout à l'heure. Objectif, c'est pendant 5-10 minutes de parler de ce que c'est que le machine learning, mais pas du tout chez SAP. Je ne connais pas, vu qu'on est dans un format où on peut avoir des niveaux complètement différents, chacun, donc ça c'est vrai qu'il y en a peut-être qui vont me dire « ouais mais tu vas pas assez loin », il y en a peut-être qui vont me dire « oh là là, je comprends déjà plus rien à ce que tu me dis », donc j'essaye de pas aller trop dans la technique. Alors après s'il y a des questions, je suis disponible, mais on va essayer déjà de comprendre ce que c'est que le machine learning et l'intelligence artificielle à travers un exemple, donc un exemple de Tesla, je vous le dis tout de suite. Comment on fait pour intégrer de l'intelligence dans des processus, parce que ça c'est quand même une grande partie des SAP, optimiser les processus d'entreprise. Et puis après, on va commencer à rentrer justement dans ok, maintenant qu'on a compris ce que c'est, qu'est-ce que fait SAP là-dedans. Et puis donc vous allez voir qu'il y a plusieurs, je dirais plusieurs parties, plusieurs offres produits, vous connaissez SAP, on n'a rarement qu'un seul produit à proposer. Alors si je prends l'exemple, justement, j'ai lancé la perche Tesla, là vous la voyez, elle n'est pas là. Et donc là, en fait, j'aime bien prendre cet exemple de la révolution de l'industrie automobile. Je pense que c'est le meilleur exemple aujourd'hui. Alors, la médecine commence à arriver, mais je pense que c'est le meilleur exemple aujourd'hui d'intégration, d'intelligence dans quelque chose de la vie de tous les jours, on va dire. Ça, c'est de 1880 et quelques jusqu'à 1970. On aurait pu aller jusqu'aux années 2000, 2005. On aurait eu le même type de voiture, un conducteur, ou quelqu'un qui conduit la voiture, même si c'est un chauffeur, des roues, un volant, etc. Évolution en termes de puissance, de confort, etc. Mais l'expérience, en tant qu'utilisateur du véhicule, vous êtes un conducteur. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui change, évidemment, vous m'avez vu venir, avec les nouveautés d'aujourd'hui. Alors, ça peut être du design, tout ça, mais là, on n'est pas du tout là pour parler de ça. C'est que, par exemple, ici, vous n'avez pas de conducteur. Alors, tout le monde le sait, les voitures autonomes, c'est pas nouveau, mais qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est la technologie. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne voit pas encore ça sur nos routes, mais c'est juste une question légale. La technologie est prête, la technologie est là, c'est juste qu'aujourd'hui on a des problèmes pour savoir qui serait responsable en cas d'accident, etc. Donc voilà, on n'est pas encore, donc c'est pour ça que la législation ne nous permet pas de faire ça, mais là vous voyez ici aux États-Unis, dans certains États, ils commencent à permettre ça. Donc ce qui change complètement ici, c'est qu'à la limite on n'est plus vraiment obligatoirement un conducteur, on peut être un utilisateur d'un véhicule. Donc c'est une notion d'expérience qui change, je pense. Et puis, ça veut dire que demain,
potentiellement, la voiture, elle va faire des choses toute seule aussi. Pendant que je suis en train de travailler ici, ma voiture est en train de faire d'autres choses. Voilà. Donc on arrive vers un nouveau business model du véhicule, qui n'est plus ma voiture pour aller d'un point A à un point B, mais qui peut être aussi une chair, un objet qu'on partage, et un objet qui fait des choses pendant que je ne l'utilise pas. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est donc là, on est sur Tesla, c'est cette avancée technologique. Alors la technologie, elle a plusieurs niveaux, hein, dans ce qu'on voit ici. Elle a des capteurs, des sonars, hein, un peu comme dans les bateaux, de l'image, évidemment, il y a plein de capteurs, et tout ça, en temps réel, on calcule de nombreuses choses. Alors qu'est-ce que sont ces nombreuses choses? Ici, on voit très très bien, pour ceux qui sont un peu familiers du machine learning, de l'analyse d'image, et donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Comment je fais pour calculer dans ma voiture, je ne suis pas encore connecté, hein, je ne parle même pas de connexion avec un serveur central, je suis en train de comprendre, là il y a un piéton, là il y a une ligne blanche, là il y a un stop, là il y a un feu rouge, là j'ai un piéton qui va traverser, et donc la voiture prend une action toute seule. Vous voyez, le conducteur, il ne conduit pas du tout, hein. Il est juste là pour raison légale, mais il ne conduit pas du tout. Et ça, c'est la vraie révolution. Ça, pour moi, c'est le meilleur exemple d'intégration d'intelligence artificielle, alors ça c'est un grand mot marketing, hein, de machine learning, voilà, d'intelligence, on va dire, dans un processus. Ce processus ici, c'est conduire. Alors nous, évidemment, on ne va pas SAP construire des voitures, ce n'est pas notre objectif, mais c'est comment je vais faire, on va le voir petit à petit dans les 30 minutes qui suivent, comment je vais faire pour essayer d'embarquer cette intelligence dans notre cœur de métier, qui est nos applications. En fait. Alors tout ça, c'est rendu possible, on l'a dit, grâce aux capteurs, aux puissances de calcul, aux mathématiques qui évoluent, etc. etc. Et c'est rendu possible grâce à une méthodologie qui a 20 ans, ou même plus, qui est la méthodologie d'analyse des données. On appelait ça le data mining il y a 15 ans, les stats il y a 20 ans, et aujourd'hui c'est l'IA. Ce qui a vraiment changé, donc ça c'est la méthodologie assez classique, en fonction de ma question je vais préparer mes données, donc ça c'est extrêmement important pour ceux qui ne sont pas familiers avec la data science, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une question, je prépare mes données en fonction. Je ne peux pas balancer des données dans un système et puis le système il va me dire ce que je ne cherche pas. Hein, il faut avoir une question pour pouvoir trouver une réponse à cette question. Donc en fonction de ma question, je vais préparer mes données. Les modèles mathématiques, c'est un truc de matheux, ça devient de plus en plus simple hein, avec la technologie qui évolue. Et puis on va appliquer ces modèles dans des applicatifs. Alors on l'a vu avec Tesla, dans la voiture. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Ce qui a vraiment changé, donc je vais revenir là-dessus juste après, ce qui a vraiment changé par rapport à il y a 20 ans, et c'est pour ça que des nouveaux noms marketing arrivent, hein, deep learning, machine learning, IA, etc. etc. C'était big data il y a 4 ans, on va dire, c'est la variété de ces données que vous avez en entrée. Il y a 15-20 ans, on était sur la donnée numérique, bien sûr, dans certains labos de recherche, ils travaillaient déjà sur l'image, etc. Mais on va dire que ce n'était pas quelque chose qui était donné à la main de tout le monde. Aujourd'hui, les grandes différences, c'est qu'on arrive à traiter la donnée texte, la donnée d'image, la donnée vidéo, la donnée de voix, etc. etc. Donc c'est cette diversité, on va dire, de données en input a donné lieu à des noms différents. Et c'est pour ça qu'on a des petits noms parfois qui... qu'est-ce que c'est quoi la différence entre ça et ça? Bon, pas vraiment de différence, c'est peut-être la donnée en input, ou voilà. Donc c'est vraiment ça qui a changé aujourd'hui. Et puis, comme vous le savez, maintenant, on a des capteurs partout, donc il y a cette diversité en termes de sources, et puis en termes de volume, évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber cette partie-là tout de suite? Alors voilà, en fonction de mes datas, je vais les préparer différemment, je vais utiliser, et c'est là où c'est important, des librairies mathématiques qui vont être différentes. Hein, pour faire de l'analyse vidéo, je ne fais pas la même chose que sur la donnée numérique, pas exactement. Donc on va avoir des librairies différentes. C'est pour ça qu'il y a des acteurs qui peuvent être différents aussi sur le marché. Et puis je fais mon modèle mathématique, je suis content, j'ai mon bon petit résultat, je le mets dans une application ou je le mets dans un fichier Excel, dans un graphique, ce que vous voulez. Par contre, ce qui est important, c'est de capturer le feedback. C'est-à-dire que comme on est dans un monde qui commence à être de la probabilité, de la prédiction, ceci, cela, et par définition, et des fois on se trompe. Hein, et il faut être aussi là-dessus très clair. Il y a des fois où on se trompe. Alors on va être sûr à 95%. Ouais, ça veut dire quoi 95%? Ça veut dire qu'il y a 5% où je suis pas sûr. Ouais. Donc il y a des fois où ça peut être extrêmement critique. Si c'est une campagne marketing, on s'en fiche un peu. Si on se trompe sur 5% des clients, bon, c'est pas très grave. Par contre, si on est dans le médical, là ça commence à être un peu plus pénible. Donc il y a une notion de feedback qui est importante, c'est quand je me trompe, il faut que mon modèle réapprenne.
Voilà. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Et ça amène à une notion de cycle de vie du modèle. C'est-à-dire que le modèle mathématique, par définition, il ne va pas être bon pendant 10 ans. Ce sera un gros coup de bol qu'il soit bon pendant 10 ans. Donc ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose qui monitore mes modèles pour me dire, tiens, attention Alexis, ton modèle 12, là, les résultats sont plus très bons. Donc ça, extrêmement important à avoir. Il vaut mieux de rien faire que d'avoir le modèle faux. Enfin, ça c'est mon avis. Même en tant qu'éditeur, c'est mon avis. Il vaut mieux ne pas faire que de faire quelque chose qui n'est pas bien. Cette notion de life cycle management des modèles, extrêmement importante à partir du moment où elles sont dans les applicatifs. Je prends un exemple personnel. Il y a 15-20 ans, quand j'étais chez Orange et qu'on faisait des campagnes marketing, voilà, il y a une personne du marketing qui m'appelle, Alexis, voilà, je veux faire une campagne sur les SMS, tu peux me sortir un listing des clients qu'il faut qu'on appelle. Bon, là, on s'en fiche du life cycle, parce que c'est moi qui fais mon modèle dans mon coin, sur mon PC, et après j'envoie une liste de fichiers Excel au marketing, puis le marketing, une semaine après, il me repasse un coup de fil. Donc ce modèle, il n'est pas en production, il n'est pas dans le CRM, si vous voulez. Donc à la limite, qu'il soit bon ou pas une semaine après, on s'en fout. Par contre, si j'avais mis ce modèle mathématique dans le CRM, et que les call centers, ils étaient en train de consommer cette information en temps réel, là, il faut faire attention. Parce que mon modèle, il y a une semaine, il est peut-être plus bon aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui a changé aussi aujourd'hui, c'est cette possibilité d'intégration des modèles dans les applicatifs. Donc, la notion de cycle de vie, qui devient très importante. À quoi ça sert? Alors là, bien sûr, je pense qu'ici, presque tout le monde le sait, ça c'est des grandes familles de cas d'usage. Ça a commencé, évidemment, par le marketing. Je parlais d'Orange. Voilà, il y a 15 ans, on faisait déjà comment je vais faire pour vendre plus, vendre mieux, au bon prix, à qui, comment, etc. etc. Donc toutes ces questions-là sont des questions extrêmement courantes et qui avaient la chance, on va dire, il y a 15 ans, d'avoir déjà des datas. Les datas, elles étaient en finance ou dans les telcos, quoi. En gros, c'était un peu ça, quoi. Donc, évidemment, les telcos, ils faisaient déjà du marketing depuis 15-20 ans. De plus en plus, alors en plus, après ça, c'est peut-être historiquement dû à SAP, SAP qui est très implémenté ou qui est très fort dans la partie opération, dans les usines, dans des grosses entreprises qui produisent des choses. De plus en plus, on va avoir des capteurs sur les lignes de production, des capteurs dans les machines, etc., etc. Donc on va faire de la maintenance prédictive, on va faire de l'optimisation de la qualité, etc., etc. Finance, voilà, fraude, des cas d'usage très classiques. Pas nouveaux, mais très classiques. Ce qui va être un petit peu plus nouveau, c'est ce qui va être un petit peu ici. Voilà, de plus en plus, et heureusement pour nous, je dirais, toute la partie médecine, healthcare, c'est enfin mis à utiliser ces technologies-là. Et on voit bien que depuis 2-3 ans, il n'y a jamais eu autant de découvertes que dans les 20 ou 30 dernières années, grâce à ces technologies-là. C'est juste qu'ils ont mis du temps à l'adopter. Voilà, donc ça c'est vraiment en fait, on pourrait en avoir 1000 de plus. Donc c'est vraiment pour avoir une petite image de à quoi ça sert. Alors, là, j'ai peut-être mis 10 minutes sur non-SAP, voilà, je vais arriver chez SAP. Voilà. Donc, chez SAP, tout ce qu'on vient de voir, là, la méthodologie assez classique, globale, SAP souhaite rendre les entreprises de plus en plus intelligentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez vague, mais c'est pour nous assez clair. C'est comment je fais pour réduire les tâches répétitives, tout ce qui est répétitif. Donc on est dans une entreprise de 100 000 personnes et qu'il y a 10 000 personnes qui font toujours la même chose. Est-ce que je ne pourrais pas réduire, c'est pas pour réduire le nombre d'employés, mais réduire ces tâches répétitives en apprenant. Donc c'est un cas de machine learning, pourquoi pas, d'apprendre sur ce que font les gens pour essayer de le répéter de façon plus intelligente. Donc de réduire cette partie de tâches répétitives pour augmenter les tâches, on va dire, à plus forte valeur ajoutée. Voilà. Donc ça c'est le slide très marketing, mais sur la vision de SAP, comment je fais pour faire ça? Alors, comment je fais pour faire ça? En termes de technologie, on va s'appuyer sur 3 niveaux. Après tout le monde ne fait pas la même chose, mais SAP, on va s'appuyer sur 3 niveaux. Technologique. Le niveau applicatif, qu'on connaît ou que l'on ne connaît pas, mais ici c'est notre ERP, qu'on appelle aujourd'hui le Digital Core, voilà, donc, qui gère les transactions financières, logistiques, stock, etc., tout ce que vous voulez. La partie manufacturing, customer experience, donc ça peut être le CRM, etc., etc.
Et puis toute la partie people engagement, donc c'est la partie ressources humaines, et la partie spend, c'est nos notes de frais, Ariba, voilà. Donc ça, c'est des applicatifs métiers SAP, dans lequel on est souvent leader sur le marché, et qui, alors c'est pas vrai pour tous, mais on va dire en tous les cas pour le RP c'est évident, dans lequel on a une expérience de 30-40 ans, qui sont des applicatifs métiers à destination des entreprises. Par contre, si vous vous souvenez du slide juste avant, où on essaie de rendre ça un peu plus intelligent, un peu plus smart, et ben ça veut dire qu'il faut qu'on fasse évoluer ces applicatifs vers quelque chose qui intègre de l'intelligence. Donc pour ça, on s'appuie sur deux couches, et c'est ces deux couches dont on va surtout parler aujourd'hui. Une plateforme, alors une plateforme, une base de données, une plateforme, c'est plus qu'une base de données, donc on appelle ça une plateforme. Dans le cloud, pas dans le cloud, je vais même pas en parler aujourd'hui, parce que pour moi, c'est même pas un sujet. Si vous le voulez dans le cloud, bah, c'est dans le cloud, si vous le voulez pas dans le cloud, bah, c'est pas dans le cloud. Voilà, donc c'est même pas un sujet. Ce qu'on a sur, on va dire, sur le on-prem classique, bah, on va avoir la même chose dans le cloud. Voilà, sur Azure, sur Alibaba, sur Google. Voilà, à la limite, moi, c'est pas mon problème. L'infrastructure en elle-même c'est pas mon problème, c'est pas mon sujet. Moi, c'est quelle plateforme je vais mettre dessus. Hein. Donc ça, on a une partie plateforme qui est vraiment là où je vais agréger ma data, la nettoyer, je vais faire des connexions avec différents systèmes, etc., puisque j'ai besoin de ça. Et puis après, je vais avoir des technologies, des librairies, ça dépend comment on veut l'appeler. C'est juste que j'ai repris le slide officiel de SAP. J'aurais peut-être pas obligatoirement mis technologie, mais voilà, je vais avoir des librairies qui vont me permettre de traiter la donnée, suivant qu'elle soit numérique, textuelle, vidéo, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une couche de management de la data au sein d'une plateforme, des technologies qui me permettent, des technologies intelligentes qui me permettent de la traiter. Et alors, une fois que j'ai fait quelque chose d'intéressant ici, soit je le donne à consommation de mes applicatifs SAP, soit je le donne à consommation d'autres applicatifs. Hein, ça ne va pas être exclusif non plus, ce n'est pas fait que pour du SAP. Donc ça, on va dire, c'est nos couches qui permettent de répondre à notre stratégie SAP, et pour ça, alors là, vous voyez bien que c'est tout de suite moins joli, c'est mon slide, il est moins, il n'a pas été designé par un designer, ça se voit. Et donc chez SAP, ça se traduit, on va dire, ces trois couches, hein, applicatives, librairie et plateforme, par trois niveaux que j'ai représentés ici, qui ont donc un portefeuille produit différent. Hein. Suivant ce qu'on veut faire, on va acheter ici, ou on va acheter là, ou on va acheter les trois, etc., etc. On va rentrer un peu dans le détail de la partie du haut et de la partie du bas. Partie du milieu, je vais faire un tout petit balayage rapide, va être moins intéressante pour vous aujourd'hui, en tant que partenaire ou en tant que même client. Deux choses importantes, plus on va monter dans la pyramide, plus on va avoir de nombre d'utilisateurs. Voilà, ça peut être un utilisateur d'une appli de notes de frais, voilà, Concur, c'est comme ça qu'elle s'appelle chez SAP. Voilà, il y a peut-être 10 000 utilisateurs dans une entreprise. Bon. Ils vont utiliser cet applicatif, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des trucs intelligents dans l'applicatif. Voilà. Et donc, il y a plein de gens qui vont utiliser. Par contre, ils n'ont que très peu de compétences mathématiques en soi. Ils n'ont pas besoin de savoir faire des maths pour pouvoir utiliser cet applicatif. On va rentrer là-dedans. Ici, c'est un outil qu'on a automatisé qui vient de l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait KXEN. C'est un outil fait pour faire des modèles mathématiques. Voilà, pas pour coder, on n'est pas là pour coder ici. Donc c'est pour ça que c'est pas obligatoirement l'outil dont je veux parler aujourd'hui, mais sachez qu'il y a une offre pour automatiser ces modèles mathématiques, qu'on va retrouver de plus en plus aussi, si vous connaissez, dans SAP Analytics Cloud, pour ceux qui connaissent. Notre outil de reporting, de BI agile, qui va de plus en plus avoir des algorithmes de machine learning. Là, on n'a pas besoin d'être non plus obligatoirement un statisticien, un data scientist, mais il faut comprendre un petit peu ce qu'on fait quand même. Et le niveau d'en dessous, et ben là, il commence à, vous voyez ici, il n'y a plus beaucoup d'utilisateurs. Hein, il n'y a plus beaucoup d'utilisateurs. Par contre, les compétences sont plus développées. Et là, on est au niveau plateforme. Au niveau plateforme, ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on fait. Alors, on a des librairies propriétaires dont on va parler. Qu'est-ce qu'on fait en termes de prédictif, d'analyse de texte, d'analyse d'image, etc. Et puis, ce qui est un petit peu nouveau pour SAP, c'est que la plateforme s'est ouverte sur l'open source. Évidemment, on ne peut pas être les meilleurs partout. Donc, on est ouvert sur tout ce qui intéresse aujourd'hui nos data scientists. Hein.
que je te vois ici. Voilà, donc on va être ouvert sur du Python, sur du R, du TensorFlow. Donc des librairies qui sont externes et qui évoluent aussi à un rythme souvent plus rapide que des grosses entreprises comme nous. Donc on est ouvert sur l'open source. Alors si je rentre dans, je ne vais pas rentrer dans les trois cases, on va dire, mais que dans celle d'en haut et celle d'en bas, puisque c'est celles qui sont, je pense, les plus intéressantes. Sur la couche du haut, alors ça c'est snapshot de, en fonction de nos applicatifs. Donc je sais pas si vous connaissez SuccessFactors, Concur, etc. C'est des applicatifs SAP. Hein. Notre ERP qui s'appelle maintenant S4, notre CRM qui s'appelle C4, enfin C4, etc. Voilà. En fonction de nos applicatifs, on va aller intégrer nous-mêmes, c'est-à-dire que le client ne le sait même pas, enfin on va lui expliquer évidemment, mais il n'a rien à faire, des cas d'usage un peu plus intelligents, donc qui utilisent du machine learning, de l'IA, etc., etc. Tout ce qui est en noir, un peu en gras, c'est des choses qui sont déjà implémentées dans les versions actuelles. Donc, à quoi ça sert? C'est-à-dire que quand j'achète, je sais pas, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Quand j'achète SuccessFactors aujourd'hui, SuccessFactors, donc application de ressources humaines, gestion de talent, etc., et bien aujourd'hui, alors celui-là je ne l'ai pas encore, mais par exemple ici je l'ai, Learning Recommender, c'est-à-dire que je peux, en tant qu'employé, si je veux aller vers un certain travail demain, on va me conseiller des formations. Alors vous pouvez me dire, ouais, ça existait déjà, etc. Ouais, ça pouvait déjà exister. Mais sauf que là, c'est basé sur du machine learning, donc souvent avec des règles métiers plus complexes, plus compliquées, et qui donc normalement, hein, comme quand vous êtes sur Amazon, quand ils vous proposent des produits sur le côté, et bien souvent le produit il est adapté à mon besoin. C'est assez vrai hein, quand même, c'est assez étonnant, mais ça marche. Et donc là c'est pareil pour les notions de formation. Formation, comment je vais faire pour me former au mieux, pour pouvoir accéder au travail que je veux faire demain. Un autre exemple, je suis moi chez SAP, on est à peu près 100 000 employés, je veux changer de job, il y a 5000 jobs disponibles. Je ne vais pas me faire les 5000 jobs, les mots-clés ça marche pas bien, enfin c'est pas toujours simple de rechercher dans un moteur de recherche. Je balance mon CV sur ma plateforme, donc en interne, hein. On a un truc qui analyse mon CV, et puis en fonction de ça, il va me proposer 10 jobs qui correspondent à mon CV. Voilà. Donc ça, c'est des cas d'usage qui sont maintenant intégrés. Quand vous achetez SuccessFactors, c'est des choses que vous avez, qui sont embarquées dans cet applicatif. Donc ça, c'est vraiment un premier exemple de comment on fait, nous, pour rendre l'entreprise plus intelligente. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai bien plus de cas d'usage que ça. Oui, je suis d'accord, c'est sûr. Mais là, il faut comprendre que petit à petit, on en rajoute. Alors après, il n'y aura pas jamais tout, parce que suivant les clients, on va avoir plutôt telle question plutôt que telle question. Donc ça va être... S'il vous plaît, oui. l'apprentissage, si on prend le cas des formations, c'est fait avec les données de l'entreprise ou c'est fait avec les données de toutes les... C'est fait avec les données de l'entreprise. Non, ça reste avec les données de l'entreprise. Alors par contre, il y a un truc qui bénéficie, on va dire, de la totalité des entreprises, c'est le modèle de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, alors je vais vous prendre un autre exemple qui va être juste là, ce qu'on appelle lead intelligence, donc dans notre CRM, on sait que pour calculer le score d'une opportunité, voilà, quelque chose qui est... Le commercial, il regarde ça, il voit 85, il dit ouais, ça vient d'où ce truc-là. Bon, c'est un modèle de machine learning qui calcule ça. On sait aujourd'hui, avec toutes nos recherches, qu'on a besoin d'environ 80 variables pour avoir un score de lead qui soit intéressant. Donc ça, c'est-à-dire que ça va être que vos données à vous. Par contre, la totalité de nos clients nous a permis d'aller vers ce modèle de données qui, en fait, est un modèle de données un peu privé, en fait, parce que on va aller chercher des données dans le RP, on va aller chercher des données dans le CRM. Si vous avez d'autres systèmes, on va aller les chercher, etc., etc. Voilà. Donc on va dire, mais par contre les données, c'est que d'autres. Donc là, là c'est un exemple, excusez-moi, ici, dans la partie donc notre CRM, on a quelque chose sur les tickets, hein, parce qu'on fait tous des tickets parfois, mon PC ne marche plus, ou alors je prends un jour de congé, etc., etc. Bon, voilà, donc on a une notion de ticket intelligent. Hein, je commence à rentrer mon ticket, il me propose une solution de rémédiation avant même que le ticket parte à l'IT. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Ticket Intelligence. Et là, ici, voilà, c'est le Lead Intelligence, c'est le slide que je vous ai montré juste après, qui en fait permet à un commercial dans son CRM, quand il regarde ses opportunités, et ben, d'avoir un score. Voilà. C'est quoi ta probabilité de closer ce deal? Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quels sont les facteurs clés
qui font que tu vas le closer, et quels sont les facteurs clés qui font que, attention, là, c'est pas terrible. Voilà, donc c'est, on va dire, des variables qui vont te permettre d'influencer le score, hein, donc la probabilité de closer le deal. Et donc ça, c'est quelque chose qui est mis à disposition.